L'homme qui vivait haut, la passion du docteur Gégère, le nouveau livre de Virginie Troussier. Soirée Guérin-Chamonix avec Virginie Troussier et Lorraine Berger-Afanasieff. Il était un homme spécial, digne d'un roman. On ne peut que mesurer la force de sa passion. Si certains prennent le risque de mourir en montagne, c'est que cela doit être incroyablement nécessaire pour eux d'aller là-haut. L'alpinisme n'abrite que l'espèce des vitaux. Vivre, pour Gégère, c'était un engagement de tous les instants dans la paroi comme dans l'écume de l'existence. Il a aimé la montagne plus que la raison ne le permet. Cet amour qui l'a tant porté et guidé aura été l'absolu de sa vie. Et ce qui pouvait être incompréhensible par moments de son vivant est perçu comme le don qu'il fait au-delà de sa mort. Il transmet la fidélité à soi-même et celle à la liberté, tissée dans un même geste, un même corps. La vie est plus que jamais mouvement, la vie n'est pas figée. Son esprit poursuivra son chemin dans des esprits frères. Il continue de circuler, de passer d'un corps à l'autre, d'un cœur à l'autre. C'est peut-être une image que l'on cherche en explorant la disparition, celle qu'on lui doit, un portrait avec de l'audace et la conscience aiguë du sacré de nos vies. Cet homme qui vécut haut lègue le désir d'intensité et la passion de vivre. Moi, j'attaque comme ça, hein, parce que c'est pas tout à fait le début, mais Oui. c'est un portrait effectivement de Nicolas Gégère. Alors peut-être effectivement qu'on peut revenir sur la genèse de ce projet, de ce livre. Donc oui, il y a quelques années, j'avais, pour les 40 ans de Montaigne Magazine, la rédaction m'avait demandé d'établir une petite bibliothèque des 40 livres cultes, la bibliothèque du montagnard. Et j'avais glissé Carnet de solitude, qui est le livre rédigé par Nicolas Gégère au Huascarán quand il a vécu 2 mois au Huascarán à 6700 mètres d'altitude, que j'avais lu il y a des années et qui m'avait marqué, qui m'avait profondément marqué. Et c'est un livre aujourd'hui introuvable, même chez les bouquinistes, le marché d'occasion, on a vraiment du mal à se le procurer. Donc moi je l'avais dans ma bibliothèque, dans ma précieuse bibliothèque, et j'avais décidé de l'insérer dans cet article pour Montaigne Magazine. C'est un livre assez particulier puisque ce sont des notes rédigées à 6700 mètres d'altitude. Donc on peut imaginer l'état dans lequel on pourrait être, nous, à 6700 mètres d'altitude. Mais Nicolas Gégère a rédigé ce livre sans le retoucher. C'est-à-dire que le contrat avec les éditions de Noël, c'était on publie ce livre tel quel, tel que vous l'avez écrit là-haut, sous la petite tente qu'il avait montée, donc vraiment oui, presque au sommet du Huascarán. Et donc ce sont des notes. Ce sont des notes qui m'ont intéressée parce qu'elles explorent la passion de l'alpiniste. Ce qu'on cherche quand on lit un récit de montagne, c'est pourquoi ces alpinistes vont là-haut, pourquoi ils prennent autant de risques, pourquoi ils grimpent, pourquoi ils fournissent un effort monumental. Et lui se questionne, c'est assez rare, je trouve, chez les alpinistes. Lui se questionne et le fait d'être seul, d'être là-haut, lui offre une intimité particulière. Donc il parle de sa passion, de ce qu'il vit, de pourquoi il est là-haut. On y reviendra peut-être. Là, on va découvrir le personnage. On va découvrir le personnage, mais pourquoi il vit là-haut? Il parle de son lien avec sa famille, avec ses 2 filles. Et ce sont des notes, donc ce sont simplement des notes, ce n'est pas du tout un roman, on n'est pas pris dans une histoire, mais ces notes, pour moi, devaient être explorées d'une manière plus romanesque, justement, et c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'écrire sur Nicolas Gégère, mais pas que. Donc, j'en parle à Charlie, quand je lui parle de mon désir d'écriture, et Charlie, qui avait travaillé sur Nicolas Gégère, puisque tu avais fait un film sur l'hypoxie, dans lequel Nicolas Gégère apparaît, me donne le contact d'Hélène, qui est ici, donc la fille de Nicolas, et j'appelle Hélène. Hélène me reçoit chez elle, à Chablis, et là je me retrouve au milieu d'une montagne d'archives. Il y avait énormément de choses, des photos, des lettres, énormément de lettres, des notes d'expé. Et forcément, je suis partie avec
un petit bout, j'ai pas pris toutes les archives avec moi, mais j'ai pris des photos, je suis repartie avec quelques lettres, et en rentrant dans le train, j'ai tout lu, et là je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à écrire, il y a vraiment quelque chose à faire. Il s'appelle Nicolas Geiger. Sa mère, Janine Niepce, c'est comme ça qu'on dit, Hélène? Ouais. Niepce, est l'une des premières femmes reporters photographes françaises. Pendant la guerre, elle développait des films pour la résistance. Agent de liaison, elle parcourait chaque jour une vingtaine de kilomètres à bicyclette, les poches de sa large jupe remplies d'argent et de faux papiers. C'est ainsi qu'elle a rencontré Claude Geiger, alias Colonel Michelin, l'un des responsables de la résistance communiste. Très idéaliste, comme Janine, il désire transformer la société et le monde. Comme la jeune fille du roman préféré de mon adolescence, Fleur de France, j'épouse le colonel de mon réseau, écrira Janine. Il a 30 ans, nous pensons que le nazisme est mort à jamais. Demain, le monde sera meilleur. C'est non seulement notre espoir, mais notre projet. Nous voulions un enfant qui en profiterait. Nicolas naît le 20 octobre 1946 à Paris. C'est un nourrisson musclé au point dressé selon les dires de sa mère. Il a déjà dans son œil une vivacité que rien ne peut éteindre. Très vite, il aime les rendez-vous privilégiés, les tête-à-tête. Il chérit ses parents. Ceux-ci divorcent quand il a 7 ans. Nicolas voit alors son père le week-end et, sauf déluge de pluie ou autre obstacle fâcheux, Claude emmène l'enfant grimper le dimanche à Fontainebleau. Le bloc permet de développer des compétences techniques, mais le jeune Nicolas s'en éloigne. Les semelles glissent sur la roche sableuse, les prises sont rares et espacées, et les nombreux grimpeurs présents l'incommodent. Ce qu'il aime dans la forêt, c'est grimper au sommet des arbres. Se détachant des meutes, il se déplace à l'instinct. L'oreille est aux aguets et le muscle bondit sur la fibre de bois. Son petit être est avant tout un corps constitué de toutes les sensations qui naissent à la surface de la peau. Sa conscience n'est pas enfouie dans les replis et les méandres de son imagination. Elle affleure, sensible au vent et à la roche, aux appuis et aux élans. Il avance, repérant le moindre danger, et parvient facilement à placer ses mains et ses pieds là-haut. Il lit les aventures de Tintin sur les conseils de son grand-père Niepce, un des pionniers de l'aviation. Il redescendra dans le monde des hommes quand cela lui plaira. Il chérit la solitude, de préférence en hauteur, dans laquelle il cultive ses pensées. Il recherche les contrées sauvages à la beauté âpre. Il semble attentif au murmure du vent, à tout ce qui frémit autour de lui et dont il réinvente la forme. Le paysage se manifeste avec frénésie, il fourmille d'informations et tout son corps y est sensible. Accordé à la nature, perméable et rapide dans ses adaptations, à elle, il est déjà ailleurs. Alors voilà Nicolas, tout jeune, j'ai pu retrouver un livre de Janine Niepce, Photographie d'une vie, j'ai oublié le... Image d'une vie. Image d'une vie, tout à fait, où elle parle longuement de Nicolas. Et j'ai pu m'inspirer et trouver quelques informations. Après, ce n'est pas simple d'écrire sur quelqu'un... Alors, je peux revenir là-dessus aussi, sur la jeunesse de ce texte, c'est que autant pour Au milieu de l'été, un invincible hiver qui retraçait la tragédie du Fresnay, j'avais énormément d'informations. Beaucoup de choses avaient été racontées sur cette tragédie, et notamment par les protagonistes. Et pour Nicolas Geiger, quand j'ai voulu écrire cette histoire, bien sûr, j'ai tapé son nom dans Google et il y avait très peu de choses. Une page Wikipédia, des articles justement écrits par Charlie pour Le Monde, Libération, et vraiment très très peu d'informations. Et là aussi, je me suis demandé pourquoi peu de choses avaient été écrites sur lui. C'est après que, quand je suis allée puiser dans les archives, mais les archives, c'était finalement des notes de Nicolas lui-même. Donc quand il était un peu plus jeune, pour moi, c'était un peu plus difficile d'avoir de l'information. Mais écrire, c'est se relier intimement à quelqu'un et dans sa manière de penser, dans sa manière de bouger, de vivre, on comprend des choses aussi dans sa jeunesse. Et c'était déjà un esprit libre, indépendant, marginal, tout jeune, il me semble. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc il a commencé à grimper à Fontainebleau avant de découvrir l'alpinisme, mais finalement assez tardivement, vers 20 ans, où là, ça a été l'amour fou pour les hauts sommets, la haute montagne, et en particulier le massif de Chamonix.
Nicolas découvre l'intensité du geste, l'immersion intime, les émotions fugitives et violentes de la haute montagne. Elle devient sa vie. Désormais impatient de retrouver ses ivresses, il sait que cette mécanique émotionnelle sera sans fin. Toujours recommencer pour retrouver cette fièvre qu'on n'a pas su faire durer. C'est la quête perdue des passionnés. Il achète un appartement à Chamonix et s'y rend dès qu'il peut. Il semble porter la fugue en lui, comme un gène. Là-bas, les reliefs lui creusent une place dans le monde. La ligne dentelière du massif, la cascade des glaciers, son immeuble découpe des morceaux de ciel et la rime en terre alpine. De son balcon, il étudie les voies dessinées sur les montagnes. Un itinéraire tracé sur une face vierge ordonne sa structure et modifie le regard que nous portons sur elle. Ces jours deviennent des courses, encore des courses, toujours des courses, plus haut, plus loin, plus longtemps. Il devient l'un des alpinistes les plus audacieux et rapides de l'époque. Il compose avec les éléments, sait faire corps avec la roche, laisse parler son intuition, rien ne semble l'atteindre. À partir de 1972, il enchaîne les ascensions solitaires dans le massif du Mont Blanc, parmi lesquelles une vingtaine d'itinéraires de grande envergure et de haute difficulté, dont beaucoup de premières solitaires, toujours gravis dans des horaires records. L'Aiguille Verte par l'arête sans nom en 5h30, l'éperon nord des droites en 7h30, l'arête sud de l'Aiguille Noire de Potteret en 6h. Il est de ces êtres qui ont le goût de la solitude, une solitude qui est plus un épanouissement que de la misanthropie. S'il l'aime autant, c'est qu'elle lui permet de le laisser libre cours à son audace et son originalité. Elle métamorphose ses expériences en leur prêtant une intensité inédite. On le trouve dans les refuges qui lui sont chers, Argentières, les Chaux, la Charpoix, l'Envers des Aiguilles, la Fourche, les Cosmiques. On le remarque, il a une façon de dévisager les gens qui lui donne un air farouche, comme un ermite dérangé dans son isolement. Mais il y a de la douceur dans son intransigeance. Il est comme celui qui revient chargé d'expérience, qui ne dira jamais, comme celui qui sait et ne se prévaut pas de ce qu'il a connu. Son regard est ferme, droit, une étincelle qui résume un corps, feu glacé, qui peut jeter le plus intense de lui-même. Geiger n'est pas attiré par des esprits confinés dans une seule forme de culture, n'appartenir à aucune communauté, aucun clan, ne pas s'enraciner, rester hors champ, telle est sa devise. Oui, alors peut-être qu'on a peu parlé de lui parce que c'était un grand solitaire. Toutes les courses qui ont été marquantes, il les a faites en solo. Il partait seul et il aimait l'hiver, les grandes difficultés et la vitesse. C'était un esprit très indépendant, donc voilà, on le croisait dans les refuges qu'il aimait, comme tu viens de le lire, mais c'est quelqu'un qui s'isolait, qui se créait des grottes intérieures et qui ne ressentait pas le besoin de se lier à d'autres alpinistes. Il est aujourd'hui connu pour être quelqu'un qui a fait de belles courses en solo. Et c'est ce qui fait sa singularité. À Chamonix, sa qualité de Parisien ne lui vaut pas toujours des amitiés. Il essaye à sa manière de se faire accepter. Lors de la sélection pour le stage d'aspirant guide, le célèbre Armand Charlet vient observer l'arrivée des candidats. Connaissant cette habitude et fort bien entraîné, Geiger décide de lui jouer un tour à sa façon de Parisien. Largement en avance, il s'arrête, torse nu, une centaine de mètres avant le contrôle, se rafraîchit et passe une chemise propre et repassée. Un coup de peigne et il allume une cigarette pour passer le contrôle, frais comme un promoteur. Comme un promeneur. Mais quel lapsus! C'est ça, il était là pour acheter du terrain. Il va falloir que je travaille mon lapsus. Armand Charlet aurait souri. L'aspirant réussit à convaincre Yvon Masinot qui lui glisse. Quand même, pour un Parisien, tu ne te débrouilles pas trop mal avec des crampons. En 1975, à 29 ans, Nicolas Geiger sort major de sa promotion de guide. Oui, voilà, donc c'était un alpiniste brillant, il était major de sa promo. Il était parisien, donc forcément pas toujours accepté par les guides d'ici. Mais ce qu'on voit dans cette anecdote, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Hélène, c'est toujours été les premières choses que tu m'as dites. Mon père est sérieux, c'est quelqu'un vraiment avec une grande rigueur. Mais à travers ces petites anecdotes, on perçoit une fantaisie, une légère fantaisie qu'on va, voilà, légère, mais malgré tout qui en dit beaucoup sur sa pensée indocile, aventureuse, fantaisiste, qu'il peut pousser parfois jusqu'à l'extravagance.
En 1977, il organise une expédition au Pérou. En 4 mois, il réussit la première solitaire de 6 Nevados, souvent par des voies nouvelles. Il revient dans les Andes l'année suivante pour une expédition ultra légère, seul grimpeur, accompagné d'un photographe non alpiniste. En 2 mois, il réussit encore 5 premières solitaires, toutes sur des voies nouvelles. Entre-temps, Pierre Mazot lui a fait une proposition qu'il n'a pas pu refuser. L'alpiniste entré au gouvernement a connu son père Claude, un ami croisé à Saint-Germain-des-Prés, à l'hôtel de Paris à Chamonix ou place des Lys à Saint-Tropez. Il se souvient avoir vu un garçon le dépasser en trompe dans le couloir Gervasouti au Mont-Blanc du Tacu, Nicolas, 23 ans, presque débutant. Ils se sont croisés dans le mauvais temps sur l'éperon des Cosmiques. Mazot lui a proposé de se joindre à l'expédition Everest 78. Geiger a accepté sur le champ. Dans la presse, il explique son choix qui n'est pas exactement conforme à sa façon de grimper. Lui, l'adepte du solo et des expéditions légères. 3 raisons m'ont poussé à partir dans cette affaire. Premièrement, quand on te propose l'Everest, tu acceptes. C'est une opportunité rare qui ne se refuse pas. Comme le dit justement Pierre Mazot, tous les alpinistes rêvent un jour de monter à l'Everest et je ne fais pas exception. Deuxième raison, tout aussi importante, me spécialisant dans la médecine sportive tournée vers les problèmes de la montagne, il était intéressant à plus d'un titre de voir comment les autres et moi-même allions nous comporter à plus de 8000 mètres. Il s'agit pour moi de confronter toute une connaissance livresque avec une expérience pratique. J'ai appris pas mal de choses, j'ai constaté que je m'adaptais remarquablement à la haute altitude et que, en voyant fonctionner les autres, il circulait beaucoup d'idées périmées, un peu poussiéreuses sur la haute altitude. Les choses ont beaucoup évolué depuis 15-20 ans, on ne doit pas envisager l'altitude comme le monde de la mort. Enfin, 3e raison, et je ne crois pas qu'il y ait de honte à en parler, c'est l'aspect publicité, renommée personnelle. Ce n'est un secret pour personne, les expéditions en montagne sont de plus en plus difficiles à organiser et à monter. Or, dans cette affaire, nous serons largement soutenus par la presse audiovisuelle. J'ai pensé avant, et je pense toujours, que c'était là un marchepied très commode pour me faciliter la vie dans l'avenir et pour me permettre de monter des opérations plus conformes, cette fois à mes désirs. Oui, donc Nicolas Geiger a été connu parce qu'il fait partie de l'un des 3 premiers Français à fouler l'Everest, donc aux côtés de Jean Afanassieff et Pierre Mazot. Alors j'aime bien sa manière d'expliquer pourquoi il a fait l'Everest. C'est vraiment de manière très cartésienne, petit 1, petit 2, petit 3. Mais ce que lui voulait montrer, c'est vraiment, on est dans les prémices de l'expérience qui va suivre, c'est qu'il voulait montrer qu'il pouvait très bien s'adapter, s'acclimater à la haute altitude. Et pour lui, monter sur le toit du monde, à l'Everest, c'était, comment dire, c'était un tremplin avant ses plus grandes expéditions. C'était un tremplin pour ce qui allait suivre. Donc, évidemment, il a suivi Mazot aussi pour la renommée que ça allait lui apporter, mais il voulait montrer au monde que on pouvait très bien grimper sans ressentir les effets d'altitude, que en fait déjà, alors je vais un peu vite dans le texte, mais il est médecin, je sais plus si on l'a dit, mais il était guide, alpiniste, médecin, et son corps allait être une réalité biologique. Il voulait objectiver son corps et montrer que le corps humain pouvait s'adapter à la haute altitude et que tout ce qu'on disait sur les effets de l'altitude n'était pas tout à fait juste, qu'il y avait des progrès et lui-même, à travers ce qu'il allait vivre, allait être une preuve. 6 mois à courir les cimes, 6 mois à Paris, c'est le rythme de vie de Nicolas Geiger. Il lui faut grimper pour se redécouvrir un corps qui exulte et entend s'exprimer, des organes dont il peut tout ignorer tant qu'il évolue en ville. Quelque chose lui est toujours dérobé dans le savoir des livres. Il n'a pas accès à cet endroit profond où se noue une possible alliance entre soi et le monde. Il aime investiguer. Il est quelqu'un qui doit explorer en lui et autour de lui, aller au fond non seulement d'une idée, mais de la moindre expérience ou impression. Cette passion de se saisir, cette prise de conscience exhaustive l'amène à sonder toutes les zones de son être. Il lui faut partir de la vérité du corps, son infinie sagesse, elle qui sait, la nuit, que nous ignorons. Il a appris que le corps peut être intellectualisé au plus haut degré pour obtenir une intimité avec l'esprit. Sa nouvelle expédition au Pérou, l'été 1979,
Il l'organise en 2 phases. La première est classique, ascension dans la cordillère du Uawash, comment on dit? Oui. Non, je le dis mal. Oui. En compagnie de Brian Hall, Alan Roos et Philippe Charliat. Le Nina Shanka, 5637 mètres. Enfin bon, ils ont fait plusieurs. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y en a trop. Les traversées complètes des sommets du Rassak sont au programme avec de nouvelles premières solitaires à la clé. La deuxième doit lui permettre d'approfondir sa compréhension des effets de l'altitude sur le corps humain. Il l'a baptisée Opération Survie solitaire au Huascarán. Au cours d'un séjour de 2 mois sur ce sommet, 6700 mètres, Nicolas Geiger veut étudier sur lui-même la résistance de l'organisme humain en très haute altitude. Le Huascarán est une montagne massive dont les 2 cimes sont bien séparées par une vaste selle neigeuse. La Garganta, 6010 mètres, il s'agit d'un projet réfléchi à l'Everest, au milieu de la grande expédition lourde avec Sherpas et journalistes. Il désirait plus que tout retrouver sa solitude. Après plus d'une centaine d'ascensions en solitaire dans les Alpes et les Andes, il envisage cette expérience comme un carrefour où ses 2 passions, la médecine et l'alpinisme, se rencontreront. Les réactions du corps en haute altitude restent riches en mystères. L'empirisme règne en maître. L'objectivation scientifique de sa vie rassure le docteur Geiger. Il s'envisage comme un ensemble de signes à décrypter. Il prête corps à la science. Son existence seule au sommet deviendra une réalité biologique. Les observations médicales quotidiennes durant toute la durée du séjour fourniront la matière essentielle à une thèse intitulée « Contribution à l'étude du comportement humain en haute altitude » que Geiger doit soutenir en février 1980. Sans doute, l'alpiniste y trouvera aussi quelques profits personnels puisque son expérience ne pourra dans l'avenir qu'augmenter sa confiance quant à ses capacités d'adaptation. Donc voilà, on est dans cette aventure qui m'a tant marquée parce qu'elle est quand même, elle est exceptionnelle, elle est singulière. Qui a fait ça depuis? Personne. Qui a fait ça avant lui? Personne. Personne n'a vécu aussi haut. 2 mois, c'est ça? À cette altitude, 2 mois. Seul. Totalement seul, sans lien avec sa famille, avec... sans rien, radio, rien du tout. Sans radio. Donc il est parti, il avait 2 tentes qu'il avait montées l'une face à l'autre. Donc la tente avec son matériel, ses affaires, et puis la tente dans laquelle il vivait. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il a pris de nombreuses photos, donc il est là avec le déclencheur, et on le voit lire, on le voit fumer, parce qu'il fumait beaucoup. Il est monté avec... donc il a passé 2 mois, c'était un paquet de cigarettes de gitane sans filtre par jour. Voilà, des bouquins, de la musique, et il écoutait Bach, et en fait il était très bien là-haut, il était très bien. Et il était loin de sa famille, mais moi ce que j'ai senti, c'est qu'il se sentait plus que jamais relié à sa famille. C'est presque en s'éloignant d'elle physiquement qu'il pouvait se relier intimement à elle. Toutes les pensées écrites sont très profondes, très chaleureuses, et il avait besoin de cette solitude. Alors au-delà des expériences scientifiques qu'il va faire, bien sûr que ça m'a intéressé dans le texte, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'est-ce qu'il allait chercher lui en tant qu'homme. Et peut-être qu'il avait besoin de cette solitude et de ce retrait du monde pour mener une introspection très profonde, pour comprendre ce qui l'animait, pour se rapprocher des êtres qui lui manquaient, pour ressentir le manque avec sa femme, ses 2 filles. Et pour aussi, il y avait une fusion très très forte avec la montagne. D'ailleurs, quand il redescend de ces 2 mois, il appelle sa famille et il dit... c'est le Yéti des Andes, c'est l'homme montagne. Et l'homme montagne, moi, ça m'a beaucoup plu. J'avais envie que ce soit le titre presque avant de trouver l'homme qui vivait haut, mais l'homme montagne. Il y avait une grande fusion. Et on le voit, il avait installé une corde fixe pour monter au sommet du Huascarán. Et il avait cette vue sur ce panorama incroyable. Il y a une photo dans le livre où on voit son ombre qui plane au-dessus des montagnes. Et c'est assez saisissant. Il y a quelque chose qui se passe. Alors les jours filent, il se sent bien, il perd 2 kilos la première quinzaine, les premiers jours, il les reprend après, il dort très très bien, vraiment un sommeil de nourrisson, 9h, 10 heures par jour.
Et puis, donc il fait ses tests, il fait des tests d'effort, il s'ausculte, il passe le stéthoscope sur lui et il se rend compte que l'altitude n'a aucun effet négatif sur son corps. Les jours passent et puis après, les conditions deviennent très rudes. Là-haut, le vent souffle très fort, les températures baissent drastiquement, il neige énormément, donc les tentes sont ensevelies, donc il passe énormément de temps à déneiger ces tentes. Et puis après, il se passe beaucoup de choses, mais que je vais pas tout dévoiler dans le texte, mais forcément, il est troublé et il redescend un peu plus tôt que prévu. Il redescend en forme, et d'ailleurs sa peau a changé, il se renifle presque, l'air devient visqueux à mesure qu'il descend et qu'il traverse les couches de l'atmosphère, et il revient avec sa peau a viré, il revient avec la matière de l'altitude. Mais il est malgré tout un peu troublé. Ce qu'on peut réfuter, c'est que il était seul, c'est-à-dire que son corps était l'épicentre d'expériences biologiques, mais qui analysait ces expériences, c'était lui-même. Donc il n'y avait pas d'autres personnes neutres pour contrôler, valider ces expériences. Ça peut être l'objection ou la réserve qu'on peut avoir. Simplement, quand on lit ces textes, quand on lit Carnet de solitude, on se rend compte à quel point son esprit est affûté, à quel point son esprit est clair, à quel point son esprit est précis. Donc, je suis assez partagée, mais c'est comme si l'altitude éclairait son cerveau. Et il redescend de cette expérience, forcément transformé. Il retrouve sa famille, qu'il chérit et qu'il a envie de retrouver. Et là, très vite, il prépare autre chose, un autre projet d'une autre envergure. Durant l'expédition à l'Everest, il a lorgné le Lhotse avec ses 8516 mètres. C'est le 4e sommet du monde, une belle muraille qui défend l'Everest, 3 km au sud. En 1980, il n'a encore été gravi qu'à 4 reprises et toujours par le même itinéraire, sur le versant nord-ouest, commun jusque vers 7700 mètres avec la voie classique de l'Everest, glacier du Khumbu, Icefall, Khumbu Est. L'ascension directe de la face sud du Lhotse est l'un des derniers grands problèmes de l'Himalaya. En 1980, tous ces grands problèmes ont été réglés par de puissantes expéditions nombreuses, lourdement équipées et assistées de Sherpas. Nicolas Geiger a décidé de s'y mesurer à sa façon. De toute évidence, l'avenir des ascensions solitaires est en haute altitude dans les massifs lointains, écriva-t-il dans sa tente du sommet du Huascarán. Les Alpes ont presque fini d'offrir un champ d'action valable à l'exception de quelques grands solitaires hivernales. À quand l'ascension du premier plus de 8000 en solitaire intégral depuis le camp de base? Il choisit de s'entourer de 2 personnes pour se préparer, Nicolas Berardini et Brigitte Steinmann. Berardini est le fils du célèbre grimpeur Lucien Berardini qui, comme Geiger, a appris à grimper sur les rochers de Fontainebleau où il faisait partie des pionniers de l'après-guerre. En 1954, Lucien Berardini a fait une importante première de la face sud de l'Aconcagua. Hein? Il est ici. Ah, okay. Il est ici. Eh ben, sortez-le, amenez-le. Nicolas. Il peut venir s'asseoir là. Il y a une place. Ah, mais il y a du monde derrière. Il se cache. Hein. Oh, salut. Assieds-toi, Nicolas. Assieds-toi là. Ouais. Puisqu'on va commencer. Geiger l'admire. En 1980, son fils, Nicolas, a 19 ans et travaille au Vieux Campeur à Paris. Geiger le rencontre dans le magasin et lui demande quel est son niveau. Berardini répond fièrement « TD+. » Alors Geiger lui demande avec un vrai sourire, un de ceux qui marquent longtemps, s'il veut l'accompagner en Himalaya. Berardini accepte sur le champ. Le dernier membre de l'équipe est Brigitte Steinmann, une anthropologue qui s'intéresse de près à la culture népalaise. Elle a une certaine expérience en alpinisme sans avoir le niveau de Berardini. Tous deux seront présents pour les entraînements durant la période d'acclimatation. L'équipe sera constituée de moins de 10 personnes au total, y compris les porteurs et l'agent de liaison. Geiger a prévu de gravir la face sud du Lhotse en solitaire et de descendre sur l'autre versant par la voie de la première ascension.
Mais Geiger voit encore plus loin. Il veut ensuite tenter l'ascension solitaire de l'Everest par la très belle voie ouverte au printemps 79 par une équipe d'alpinistes yougoslaves sur l'arête nord-ouest. Au Lhotse, comme à l'Everest, aucune équipe de soutien, pas de porteur d'altitude, aucun équipement fixe, aucune installation de camp supérieur avec retour au camp de base et pas d'oxygène bien sûr. L'alpiniste portera sur son dos le minimum nécessaire à sa survie. L'ascension sera réalisée d'une traite depuis le camp de base jusqu'au sommet. Autonomie prévue pour la montée et la descente, 8 jours environ. Il faut aller vite pour éviter les dangers, objectif lié à un long séjour sur la montagne. Chaque heure passée en altitude grignote ses chances de rester en forme et lucide jusqu'au sommet. C'est un sacré programme quand même. Ouais, sacré programme. Oh là là, mais je suis heureuse de te voir. Mais c'est vraiment étrange pour moi. Alors déjà, le livre est sorti il y a 2 jours, donc c'est tout frais, c'est un peu vertigineux pour moi parce que j'ai reçu quelques retours de lecture, mais très très peu. Et jusqu'alors, je crois que seul Charlie et Émilie l'avaient lu, en tout cas personne dans mon entourage. Et c'est toujours étrange d'écrire quelque chose et de rencontrer les protagonistes qui m'ont donné cette matière. Et j'appréhendais beaucoup vos retours, Hélène et toi, Nicolas. Et Hélène m'a laissé un message il y a 1 semaine que j'ai écouté 30 fois. et j'étais heureuse parce que je sais qu'il y a un réel sentiment d'étrangeté, j'imagine, quand on écrit sur une personne... Enfin, vous avez vraiment connu, côtoyé Nicolas et moi, je me suis reliée à lui à travers ses textes, à travers ce que j'ai pu voir de lui, à travers son corps en mouvement. Et mon but, c'est d'être le plus juste possible. Et je sais aussi qu'il y a des attentes de la part des proches, souvent. Et moi, l'idée, c'était de ne pas d'écrire un portrait dithyrambique ou de faire une hagiographie, mais c'était d'en faire un texte avec un texte littéraire, c'est-à-dire avec toute la complexité de l'être, des faits. Et ce qui est d'autant plus difficile aussi, c'est que l'histoire a lieu en 1980 et les souvenirs sont mouvants. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi et c'est aussi pour ça que j'écris, j'ai l'impression, c'est pour fixer les choses. Et parce que tout se transforme. En fait, la seule réalité qu'on a aujourd'hui, ce sont nos souvenirs et nos souvenirs peuvent être faux. Donc ce n'est jamais très simple d'écrire et de démêler et de recueillir les différents témoignages qui parfois ne concordent pas. Mais l'idée, c'était vraiment d'extraire une sorte d'élixir de Nicolas Geiger et encore une fois d'essayer d'être au plus juste. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas qui a accompagné Nicolas Geiger au Lhotse. Tu as grimpé avec lui. Voilà, et tu étais là jusqu'à la veille de l'ascension et tu m'as raconté tout ce qui s'était passé et comment toi tu as vécu ces ascensions et tu as eu... et pour toi aussi, c'était aussi loin de te replonger, même si tu m'as dit que tu y repensais tout le temps, que c'était toujours présent, que chaque année tu reparlais de Nicolas Geiger. Et j'ai aimé parler avec toi de tes derniers souvenirs, de ces ascensions, d'entraînement, de son attention pour toi, il se souciait de ta sécurité, de cette phrase « Il faut toujours faire confiance aux gens qui te font confiance », que j'ai aussi retenue. Et ouais, je l'ai mis dans le livre. C'est une belle phrase et enfin voilà, qui va m'être utile aussi, qui parle d'elle-même. Ouais. Donc beau programme et qui pouvait paraître surréaliste à l'époque, mais Nicolas Geiger était entraîné, acclimaté, et toi-même tu me disais qu'il avait tout à fait les qualités, le niveau, les compétences pour gravir cette face sud du Lhotse. Sans problème. Voilà. Non, c'est sûr. C'est quelqu'un de très... Je le considérais comme le chirurgien de la montagne. Bon, moi j'avais dit... Je parle je veux bien. Bien sûr. Ouais. Quand j'avais 18 ans, donc j'étais tout jeune alpiniste, pas meilleur qu'un autre. J'étais très moyen alpiniste, je découvrais l'alpinisme.
Et partir avec un homme comme ça, c'était vraiment une opportunité. Est-ce que c'était parce que j'étais le fils d'eux? Je ne sais pas. En tout cas, la rencontre au Vieux Campeur était assez exceptionnelle. Et après, j'ai toujours respecté cet homme. Et quand on a mis les crampons, qu'on est parti en montagne, que ce soit avec Brigitte Steinman ou moi, voir grimper ce mec, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'il était très pragmatique, très organisé. Et il était tout autant dans ses gestes. Et il était extrêmement rassurant, quoi. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs alpinistes aujourd'hui dans les enchaînements, si on reporte ça 40 ans plus tard, il aurait le niveau aujourd'hui des Védrines ou autres enchaîneurs de voies à l'heure actuelle, sans problème. Ouais, parce qu'il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas du tout Nicolas Gégère, Oui. qu'il a disparu donc au Lhotse. Il faut expliquer ça, parce qu'enfin j'avais un peu commencé par le début en disant que la passion, voilà, il est mort très jeune. Et donc tu es une des dernières personnes à avoir été en contact avec lui, c'est ça? Mais oui, il a disparu au Lhotse donc en 1980. Et justement, ce texte, et j'y tiens, ce n'est pas une biographie, c'est plus une enquête. Je pense que le dernier tiers du livre, Nicolas n'est plus là. Ouais. Je lis pas, c'est aux gens de découvrir. Oui, c'est ça, mais pour moi, c'est vraiment important. Ce n'est pas simplement l'histoire de sa vie, c'est aussi tout ce que la disparition a provoqué, a engendré, a fait naître chez ceux qui ont pu le côtoyer. La disparition, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le deuil, c'est autre chose, c'est pas la fin. C'est une étape. C'est une étape. On n'a jamais dit, jamais, je crois, Nicolas est mort, jamais. C'est quelque chose qui m'a obsédée pendant longtemps. Et ça a été aussi une matière très importante pour mon travail. J'avais envie d'écrire là-dessus, non pas parce que la disparition est belle, non pas parce que la disparition a quelque chose d'esthétique, mais parce que la disparition a une capacité à nous métamorphoser. Et pour moi, c'est un pan essentiel du livre. Mais au début, je disais que c'est un personnage de roman, c'est ce que tu as écrit aussi. C'est un personnage de roman, c'est un personnage qui a érigé le romanesque en roi. Sans le vouloir, parce que c'est quelqu'un qui planifiait tout et que, d'ailleurs, pour lui, un accident en montagne provient d'une erreur humaine. Si tout est calculé, et d'ailleurs il le dit au Youskaran, c'est drôle, il dit mais pour moi la poésie ne naît pas d'un accident de parcours ou d'un imprévu. Ça non, ça vient, c'est pénible pour lui. La poésie, elle vient après une préparation parfaite. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard. Absolument rien. Et en fait, quand on n'a pas peur de soi-même, quand on pense tout maîtriser, eh bien je pense qu'on peut avoir peur du monde. On peut avoir peur de tout ce que l'autour peut nous réserver. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, pour quelqu'un qui planifiait tout, eh bien, il a disparu dans la plus grande des énigmes. Il s'est évaporé. Ouais. Il s'est évaporé. Et même si l'enjeu du texte aussi, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé. Donc avec Charlie, on a beaucoup échangé sur les causes de la disparition et ce qui a pu se produire. Mais malgré tout, et parce que on a eu des indices très tardivement sur ce qui a pu se passer il y a quelques années. Donc ça c'est quand même incroyable, il a disparu dans les années 80 et il y a quelques années, une information nous est parvenue qui nous a fait dire mais tiens, il s'est peut-être passé ça. Et donc il réapparaît, voilà, comme un personnage de roman, il réapparaît il y a quelques années et voilà, il est toujours présent et malgré tout, même si on a une piste probable sur les causes de sa disparition, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Et cette question, moi je peux ajouter comme éditeur, cette question de la disparition, elle est capitale. Moi je l'avais, en approchant cette histoire il y a 20 ans, je l'avais perçue chez Hélène et à l'époque chez votre mère. Ma grand-mère. Votre grand-mère, pardon, Janine. La disparition, ça laisse un trou énorme qui, en plus, est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire dans ce cas-là, c'est qu'elle est presque filmée jusqu'au bout. Ça qu'on voit la silhouette
il se trouve un cinéaste animalier avec un très gros téléobjectif qui est au camp de base et qui filme Nicolas Gégère qui va disparaître dans cette phase. Je pense qu'il y a cette question, cette espèce de grand trou au milieu de l'histoire qui est une souffrance pour ceux qui l'ont vécu de près, que j'ai approché. Je pense que ça légitime, et Virginie s'en est très bien emparée, le fait de revenir aujourd'hui sur cette histoire, parce que Nicolas Gégère a disparu et d'une certaine façon, il a aussi disparu parce qu'il devrait être beaucoup plus connu ici à Chamonix. Il a eu une carrière brève mais intense, il a fait des belles choses et il disparaît en s'attaquant au plus gros problème du moment. Donc ça devrait être quelqu'un qui reste présent dans l'histoire. Et Hélène avait pu mesurer qu'en fait, il est un peu sorti de l'histoire. Et je trouve que cette idée de la disparition, très bien traitée par Virginie, voilà, elle légitime complètement ce projet et le fait qu'il est utile et indispensable de revenir dessus aujourd'hui. Mais tout à fait, d'ailleurs, c'est le prologue du livre, cette scène filmée par ce cinéaste américain que j'ai trouvé dans tes archives, Hélène, et c'est drôle parce que je reviens d'un festival, les festivals des Diablerets, où on a vu énormément de films de montagne. Et aujourd'hui, il y a des GoPros, des drones, et on voit tout. Et on se disait, oui, mais c'est l'illusion de l'immersion. C'est-à-dire, on voit énormément de choses, mais on ne ressent pas grand-chose. Alors que moi, j'ai vu ce film où le cinéaste filme Gégère grimper, et on voit vraiment un petit point noir dans l'immensité glaciaire. Et on le voit comme ça évoluer... sous les séracs qui le surplombent, et puis disparaître. Et ça a enflammé mon imaginaire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment voir cette trace qui se perd, cette ligne, cette belle ligne. Et, ils se font dans la montagne. Ils se font dans la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est très beau. Et à l'époque, ils avaient pourtant des objectifs de haute qualité. Mais cette scène, elle a été fondatrice pour moi. Et j'ai voulu la décrire dans le prologue. C'est surtout que tu as le talent et l'art de faire revivre les gens. Déjà, au milieu des terres d'invincible hiver, tu as fait revivre pas mal de personnes qui avaient disparu au pilier du Fresnay, toute cette jeunesse. Et là, tu fais revivre Nicolas Gégère. Tu le remets aux yeux de tout le monde. Et c'est vrai, hein, tu lui redonnes vie. Oui, je lui redonne vie. Avec beaucoup d'amour. Il faut dire que tu as beaucoup d'amour pour tes personnages. Oui, j'ai de l'amour pour mes personnages. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un grand amour pour mes personnages. Je pense que ça commence évidemment par une admiration. Et après, je me lie intimement à eux. C'est-à-dire que j'ai passé quand même 1 an et demi avec lui, et à le lire, à relire ses lettres, à essayer de comprendre et m'imprégner. Ouais. Quand on écrit sur quelqu'un, moi j'aime beaucoup écrire sur les autres. Déjà, ça m'éloigne de ma propre vie, donc c'est bien. Mais après, forcément, on espère une sorte de contamination. On espère qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un écho. Et voilà, c'est une singularité qui renvoie, qui rencontre une autre singularité et qui va l'éclairer, qui m'a éclairée. Donc oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'amour. Et puis l'enjeu de la littérature, je pense que c'est de rendre les personnages, les personnes vivantes. Voilà, la littérature les rend vivants et nous rend vivants, plus que jamais. Là, encore plus d'ailleurs, je pense qu'on écrit parce que la vie ne suffit pas et donc on a besoin d'un surcroît et d'un surplus de vie. Oui, c'est mon Nicolas Gégère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligée de m'extraire de votre regard qui était présent, le regard de Nicolas. Ton regard, c'est... Forcément, j'ai eu peur de ne pas correspondre à vos regards, à vous, à vos attentes, mais je suis obligée de m'en éloigner, sinon je n'avance pas dans l'écriture. Donc, avec les années, j'apprends à me faire confiance et à écrire ce que moi je perçois. Mais comment connaît-on une personne aussi ? Je crois que Mitterrand disait, j'aime bien cette phrase parce qu'il disait « Même la personne qui me connaît parfaitement ne connaît que 30% de ma personne ». Et donc, il est difficile, mais bien sûr, je me sentais toute petite à côté de vous qui l'avez côtoyé. Et aussi, le fait qu'il ait beaucoup écrit, moi, ces lettres, ça a été une matière très très précieuse. C'est-à-dire qu'il y en a dans le livre. Hein. Et il y en a dans le livre. Oui, il y en a dans le livre. Il y en a quelques-unes. Je me suis permis de les retranscrire, mais
la langue, c'est ma grammaire, c'est ma relation au monde. Et donc à travers les mots, à travers un mot choisi, un mot plutôt qu'un autre, eh bien je comprends quelque chose de la personne. Et je trouve d'ailleurs que quand il s'exprime, il peut être un peu réservé. En tout cas, tout est réfléchi. Et dans ses lettres, on retrouve une grande générosité avec sa famille. Vraiment, la lettre qu'il t'écrit, elle est magnifique. Et il espère que tu auras ton chamois. Et... Toujours des objectifs. Ah, toujours des objectifs. et même je ne sais pas, tu as dû découvrir d'ailleurs ce qu'il raconte. Oui, je suis avec Nicolas. J'ai eu grand plaisir à lire ces lettres, puisque quand je suis revenu d'expédition, il y a eu un grand trou et on n'a jamais pris contact. Ouais. Et donc ça aussi, d'explication, on ne l'a pas, on ne l'aura jamais, peut-être tout à l'heure en discutant. Mais c'est sûr que cette idée d'écrire un livre sur Nicolas a été pour moi quelque chose de très très fort. Parce que enfin, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas parlé plus de cet homme-là à sa disparition, quoi. Et donc, en lisant ce livre, je rejoins Hélène. Tu as réinventé Nicolas, quoi. Et il m'a beaucoup touché. D'accord. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que l'homme qui vivait haut, c'est quelqu'un qui vivait avec une grande exigence de vie. C'est bien sûr l'homme qui vivait haut en altitude, mais c'est quelqu'un qui, voilà, on disait toujours, qui avait de l'ambition, toujours des objectifs, mais qui avait vraiment une grande exigence. Et qui osait. Et qui osait, qui allait. Et je ne sais plus pourquoi je me lançais dans cette explication, mais oui. Et l'idée, c'était de parler de la passion, comment une passion peut emporter autant. C'est-à-dire qu'il passait 6 mois en montagne et 6 mois à Paris. Donc, vous étiez jeune et il partait quand même. La montagne l'aimantait. Et ça, quand on peut en parler, pour le commun des mortels, ce n'est pas tout à fait compris. Et pourtant, il aimait irraisonnablement la montagne. Ouais. Et d'ailleurs, quand on prend des risques aussi grands en montagne, c'est qu'il y a un amour qui dépasse l'entendement. Et d'ailleurs, je voulais t'en parler, Hélène, mais c'est vrai qu'en épigraphe, j'ai choisi une citation de Freud sur le mysticisme, le mystique. Et je sais, on y revenait toujours sur le fait que Nicolas était cartésien et moi, je le vois quand même comme un mystique. Alors, c'est pas quelqu'un happé par une foi religieuse, mais il était mystique par ses rafales intérieures et parce qu'il se mesurait à plus grand que soi. En fait, il se mesurait au sublime, donc il y avait quelque chose qui le dépassait. Tu l'aurais mis en face de ses contradictions. Donc, Non, mais c'est vrai que dans Carnet de solitude, il cite Michaud et il dit... Je suis pas sûre de citer Michaud, Henri Michaud, j'ai quand même hésité parce qu'il est un peu trop mystique pour moi. Donc voilà, j'ai aimé choisir cette épigraphe parce que voilà, on croit se connaître, mais il y a quand même des choses et des forces qu'on ne maîtrise pas qui parfois nous happent. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Mazot aussi, qu'on n'a pas cité et qui était là pour les... qui n'est pas là. Et qui était présent pendant les recherches. Et je relisais mon texte hier et je relisais le communiqué de presse que j'ai trouvé très fort en quelques lignes. L'idée de retrouver Nicolas Gégère a été abandonnée. Il est parti sans tente, sans contact radio. C'était son éthique de l'engagement total et nul ne peut lui reprocher. Et voilà. Point. Et j'ai trouvé que c'était fort et beau.